Le grand oral des grandes gueules. Un avocat pénaliste, l'avocat des caïds, Gérald Pandélon. Bonjour. Combien de clients ? Dans ma carrière, qui n'est pas encore terminée, 150, 200, puis un certain nombre d'entre eux qui ne font plus appel à mes services lorsqu'ils en ont terminé avec leur parcours délinquentiel. Ce qu'on dit souvent, aussi bien aux magistrats qu'aux avocats, on aimerait qu'on ne le revoie plus. Mais bon, la délinquance, vous savez, c'est quelque chose de compliqué. On peut arrêter, puis reprendre, puis bon. Alors, cette France des caïds, vous la connaissez bien puisque vous avez été l'avocat de ces caïds et vous la décrivez dans ce livre chez Max Milo, la France des caïds. En fait, c'est surtout une France des caïds de la drogue. Vous dites d'ailleurs 80% des crimes qui sont perpétrés en France sont en relation avec le trafic de drogue. C'est quoi ? C'est la drogue, c'est le shit, c'est la cocaïne ? C'est principalement le cannabis. Mais si vous me permettez, quelques chiffres. Les stupéfiants, notamment le cannabis, dans le monde, ce sont 624 milliards d'euros. En France, le chiffre d'affaires, si je puis m'exprimer ainsi, c'est 3,2 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires de la drogue, c'est 3,2 milliards en France. Oui, bon, c'est pour celles et ceux qui ont entre 16 et 25 ans, qui sont dans des cités oubliées de la République, pour ne pas dire abandonnées, c'est souvent le seul moyen pour essayer de survivre. Donc c'est ce que vous dites, ça fait vivre beaucoup de cités. Mais vous savez, c'est toujours entre 16 et 25 ans dans certaines cités, mais pas uniquement à Marseille. On dirait toujours que Marseille détient le monopole, le parangon de la délinquance, alors que c'est un phénomène général. Vous avez 40% des jeunes qui sont entre 16 et 25 ans qui sont sans emploi. Et je rajoute que 80% des assassinats, enfin des crimes qui sont commis, sont en relation avec le trafic de stupéfiants. Je rajoute que le blanchiment des capitaux dont je parle dans mon texte, c'est également, curieusement, le même chiffre que le chiffre d'affaires réalisé en France pour le trafic de stupes, à savoir 3,2 milliards d'euros. C'est curieux comme chiffre, outre le fait que vous avez 41% des jeunes qui ont déjà touché à un produit stupéfiant, que ce soit le cannabis ou la cocaïne ou des éléments. Mais ça pose un problème de santé publique. Bien sûr, mais 126 000 morts par an. En relation avec les stupes. Officiellement, on lutte contre ça. Alors, est-ce que on est mauvais ? Est-ce que finalement, il n'y a pas un peu d'hypocrisie parce qu'on sait comme ça fait vivre certains quartiers, il y a aussi quand même une paix sociale qui est achetée en laissant faire les trafics au bas des immeubles ? Je crois tout simplement que on lutte. D'ailleurs, il y a eu des résultats qui ont été enregistrés considérables, 300% d'augmentation de plus d'élucidation. Donc on lutte quand même dans le trafic de stupes. Donc on ne dit pas qu'on ne lutte pas. Mais la difficulté, c'est un peu le texte, la France des caïds, c'est que j'ai le sentiment, à tort ou à raison, qu'on ne comprend pas le système, je dirais, du caïda ou des cités de l'intérieur. C'est-à-dire ? Si, par exemple, on ne comprend pas que ce trafic permet de faire vivre des pans entiers de la population, comme je le rappelais, des jeunes entre 16 et 25 ans qui sont au chômage, qui ne trouvent pas d'emploi parce que parfois ils n'ont pas de qualification. Pourquoi on avance toujours le contrôle au faciès, mais c'est pas un élément suffisant. Il faut avoir des qualifications pour pouvoir être recruté. Mais cette mère de famille qui a 3 enfants, les fameuses nourrices, qui n'arrivent plus à nourrir ses enfants, et vous avez un trafiquant qui va venir la trouver, la rencontrer, lui dire écoute, tu me conserves un tout petit peu de marchandises, je vais te donner 1500, 2000 par mois. Et lorsque c'est nécessité d'une certaine manière qui fait loi, puisque bien souvent les personnes en question disposent d'un casier judiciaire vierge de toute condamnation. Mais il faut faire vivre ses enfants, accessoirement il faut parfois les scolariser, il faut vivre, c'est une nécessité qui fait loi. D'accord, mais ça on laisse faire ? On laisse faire. J'observe avec intérêt que tous les plans successifs contre les cités ou bien en direction des cités, la politique de la ville. Alors la politique de la ville, si vous me permettez, on aurait le sentiment de considérer que c'était la ville qui avait un problème. C'est pas la ville. C'est la politique de la ville. Non, c'est au sein de la ville, certaines micro-entités qu'on appelle des quartiers difficiles, des zones de non-droit, que sais-je encore, des cités, qui présentaient quelques difficultés. Mais c'était pas la politique de la ville. Et j'observe que
tous les plans qui se sont succédés, Monsieur Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, s'y était attaqué avec volonté, la fougue qui était la sienne, mais j'observe qu'ils n'ont abouti à peu près à rien. Oui, parce que ce sont toujours les mêmes quartiers. Oui, parce que si je me permets, le trafic de stupes ne s'est jamais aussi bien porté en dépit des plans successifs. Oui. On nous explique qu'on va éradiquer le problème, qu'on va assécher, juguler les trafics, parce qu'on aurait remplacé l'OCTRIS par l'OFAX, parce qu'on aurait créé des CNOS, c'est-à-dire des systèmes de renseignement, qu'au sein des cités, on aurait placé un certain nombre de personnes susceptibles de... Bon, c'est pas sérieux, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qui est un peu triste, en fin de compte, vous êtes en train de nous expliquer que cette théorie du ruissellement dont les politiques nous parlent depuis des années, ça ne fonctionne que dans le milieu de la drogue, en fin de compte. Exactement. Dans le milieu de l'entreprise, ça fonctionne pas apparemment en France. Donc là, le milieu de la drogue, ça fonctionne comme ça, quoi. Ça fonctionne comme ça. Ça, c'est un peu gênant. Mais je pense effectivement que votre analyse est la bonne, parce que je suis persuadé qu'on vit dans une société où la reconnaissance ne passe que par le travail. Exactement. Voilà. Il n'y a pas de reconnaissance sociale. Si tu travailles pas, t'es un loc-du. C'est comme ça en France, hein. Donc je pense qu'effectivement, ces 40 à 50% de jeunes qui n'ont pas de boulot, il faut bien qu'ils s'occupent à quelque chose. Oui. Après, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est quand vous dites que leur première préoccupation, c'est l'islam. La deuxième, leur pays d'origine. Oui. Et la République, alors là... Bon, alors parce que pourtant ces jeunes sont nés en France. Oui, ils sont nés en France, mais une chose est de naître en France, autre chose est le sentiment d'appartenance à la nation, tel que l'évoquait Renan, Fustel de Coulanges et bien d'autres, ce sentiment d'un vouloir vivre ensemble, etc. Qu'est-ce qu'ils nous disaient ? Encore une fois, je m'interdis tout parti pris idéologique. Je ne fais qu'un constat. Je m'inscris davantage comme un ethnologue des marges que comme un avocat pénaliste. Qu'est-ce qu'on me dit ? Pas à Marseille, mais partout en France, c'est le même constat. Ils disent, maître, pour nous, première chose, c'est l'islam. Ce qui l'emporte, c'est l'islam. Ensuite, c'est notre pays d'origine, même si effectivement nous sommes français. Même si on ne le connaît pas vraiment, oui. Ouais. Ensuite, c'est notre famille, le père, la mère, plutôt la mère d'ailleurs. Ensuite, c'est la cité, dans laquelle on vit, dans laquelle on a une activité professionnelle. C'est le trafic de stupes. Ensuite, c'est la ville, dans laquelle la cité est présente. Et à titre infiniment subsidiaire, comme on dit chez nous les avocats, c'est la France, mais qu'on l'accepte ou le déplore, la France, c'est le cas de dire, n'est jamais citée. N'est jamais citée, alors que lorsque je m'aventure à poser la question de savoir pourquoi la France, dont ils sont également originaires, puisqu'ils sont citoyens français, n'est jamais cité, eh bien, on a des remarques, des réflexions du type, vous savez, nos parents, grands-parents se sont fait d'une certaine manière esclavagiser, c'est en Algérie notamment, nous on préfère les cagoules. Nous, on préfère le stup. C'est comme si, d'une certaine manière, M. Truchot, il y avait une déculpabilisation du passage à l'acte en relation avec le roman familial, avec l'histoire familiale. Et on passe d'autant plus facilement à l'acte que on n'a pas un sentiment, je dirais, exacerbé de francité ou d'appartenance, tout simplement, fût-elle minimale, à la communauté nationale. Joël Dagossiri. Alors, première question, c'est sur votre parcours. Vous expliquez dans votre livre que vous êtes devenu avocat des caïds, entre guillemets, en rencontrant un vieux monsieur, qui vivait dans votre village, etc., qui lui faisait partie d'une mafia et qui vous a introduit comme ça. Alors moi, j'aimerais savoir si on est avocat, donc on passe le barreau, etc., si on ne rencontre pas, comme vous, une personne qui fait partie de ça, comment on fait pour intégrer ce milieu et être avocat spécialisé, apparemment, en tout cas, dans la mafia. En général, on est souvent l'avocat des délinquants, puisque si t'es pas délinquant, t'as moins besoin d'un avocat. Oui, tout à fait. Mais comment on fait pour être dans cette spécialité qui n'est pas une spécialité, c'est pas une spécialité entre guillemets légale, reconnue. Comment on fait pour faire ça ?
Vous posez une question tout à fait pertinente. À mesure où moi je sortais de Sciences Po, j'avais fait une thèse en droit public, sciences politiques. Je pensais voir affluer dans mon cabinet des personnes en délicatesse avec la justice administrative, les marchés publics, que sais-je, problèmes de statut, problèmes d'urbanisme. Et pour des raisons liées sans doute en partie à la chance, sans doute au fait que j'avais dû défendre une personne qui connaissait directement ou indirectement un parrain, on l'appelle comme ça. Ce parrain a souhaité, pour des raisons qui lui appartiennent, s'associer à mes services. Alors il avait conservé son avocat de l'époque, l'avocat historique de sa famille, mais il a dit on va entre guillemets essayer Pandelon. Bon, alors voilà que son associé ou son bras droit, on pourrait l'appeler, est venu me rencontrer à mon cabinet. Est-ce que vous accepteriez de rentrer dans le dossier de Monsieur Untel? Et écoutez, vous demandez à l'aveugle s'il veut voir. Moi, j'ai pour quelqu'un qui est en début de carrière, j'ai accepté. J'ai défendu cette personne. L'avocat historique est sorti du dossier, non pas en raison de mon équation personnelle, mais parce que c'est la décision qui a été prise par ce parrain, ce caïd, donc je demeurais seul maître à bord, et j'ai eu la chance 2-3 années après, parce que vous savez, il y a une instruction, les procédures sont longues, de le faire relaxer. Après, il y a eu un phénomène tout simplement boule de neige. Il m'a présenté ses amis, lesquels m'ont présenté également leurs amis, leurs familles. Et puis, ce qui n'était pas, au fond, ma spécialité de départ, savoir le contentieux administratif, progressivement est devenu ma spécialité, à savoir le droit à la procédure pénale, qu'ensuite j'ai pu d'ailleurs enseigner à la fac. Et après, mais moi je voudrais qu'on parle aussi des chefs en fait, parce que là on a parlé des petits entre guillemets, de tous ceux qui vivent de ce trafic, mais qui sont les chefs? Parce que vous parlez de mafia, alors qui sont les mafieux, qui sont les chefs de cette mafia? Ce sont les parrains, ce sont ceux qui, sur un territoire bien déterminé, ont une certaine autorité, je dirais charismatique, pour reprendre les critères weberiens d'un économiste Max Weber, qui détiennent donc une autorité sur un territoire déterminé, et contrairement à ce qu'on pourrait considérer, qui dispose également de liens avec d'autres cités, d'autres villes. Avant, au XIXe siècle, même dans les années 60, en Corse, par exemple, était chef d'une ville, on savait qui était Gaëtan Zampa ou les Franchésis à Paris. Aujourd'hui, c'est d'une certaine banditisme, narco-banditisme des cités, c'est d'une certaine manière déterritorialisé. Je veux dire que ce qui se passe à Marseille, une résonance à Lyon, a une résonance à Nantes, à Mulhouse, à Paris et inversement. Il ne faut pas penser qu'il y a une forme de, c'est mon expression, elle vaut ce qu'elle vaut, une forme de Facebook interne du crime. Tout se sait. Et puis vous avez de plus en plus d'équipes à tiroir. Ça veut dire que on peut utiliser une logistique à Marseille pour aller faire un coup à Paris, et inversement. Il ne faut pas penser que ces personnes-là ne se connaissent pas, ne se parlent pas, ne se rencontrent pas. Dans l'actualité, on a vu ces images à Dijon de règlements de compte entre Tchétchènes et Français d'origine maghrébine. Oui. C'était des règlements de compte liés à la drogue ? Oui, tout à fait. C'est encore une fois, ça fait partie des 80% des règlements de compte qui sont en relation avec le trafic de stupéfiants. Vous savez, on ne va pas aujourd'hui assassiner qui que ce soit pour des sommes qui sont somme toute relativement modiques. On ne va pas assassiner quelqu'un parce que un braquage se serait mal passé. On va pas. Non, il faut que les sommes en question soient importantes, que notre périmètre géographique, lieu de notre activité principale, soit menacé. Bon, il y a un certain nombre de critères, et puis il ne faut pas penser que ces jeunes-là des cités soient écervelés. Enfin, à Marseille, il y a quand même pas mal de règlements de compte. Il y a pas mal de règlements de compte. Oui, mais avant de passer à l'acte criminel, il faut que vous sachiez que on va réfléchir, d'une certaine manière, il y a eu 3 vagues dans le banditisme. Première vague, c'était les Corses, qui étaient hyper
structuré, il y avait une logistique, on réfléchissait, on préférait se rapprocher des édiles, des magistrats éventuellement, des hauts fonctionnaires de la police, etc. Il y avait ce culte, ce fantasme, pourraient dire certains, de l'embourgeoisement. On s'était sali les mains, mais on décidait maintenant que ça suffisait, on avait amassé pas mal d'argent, maintenant on laissait la place aux jeunes. Ce banditisme à l'ancienne des Corses a cédé la place à un narco-banditisme des cités à la fin des années 90, début des années 2000. Alors là, c'était infiniment moins structuré. Il y avait une myriade, une kyrielle de petites équipes au sein des cités, des équipes qui se faisaient, qui se défaisaient très 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 rapidement, où on avait tendance à passer à l'acte criminel, assassinat, etc. pour des motifs très modiques, ce qui n'était pas le cas dans certains banditismes, je dirais plus classiques. De la génération précédente. Et aujourd'hui, vous avez une troisième vague qui allie les deux. C'est-à-dire qu'ils sont très structurés, ils ont des parrains qui, vous avez souvent l'impression que vous avez affaire à des agents immobiliers ou des promoteurs, qui n'ont pas du tout le profil, je dirais, d'un délinquant chevronné d'habitude ou d'avenir, qui aurait 17, 20 condamnations au casier à l'âge de 32, 33 ans, qui parle très bien, dans un français parfait, et qui a par conséquent bénéficié de la logistique de ses aînés. Parce que les Corses ont bien compris. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été soit décimés, parce qu'il y a eu des règlements de compte en série, fin des années 2000, soit on s'alliait, soit on mourait. Donc ils ont décidé d'utiliser les gros bras des cités pour que eux puissent garder la décision, la logistique, et que les gens des cités puissent, comme on dit, monter au charbon. Enya Dumont. Oui, alors moi j'ai lu votre livre, c'est vrai que ça reflète vraiment bien le quotidien des cités que je connais bien, voilà. Mais malgré tout, ce qui est terrible dans ce livre, parce que par exemple on pense tous à la dépénalisation. Voilà. On pense à plein de choses comme ça. On se dit pourquoi pas faire venir l'armée. Enfin, c'est toutes les propositions qu'on a eues. Et en même temps, on s'aperçoit que dans ce livre, il y a des bien-pensants, des bien... par exemple, vous racontez... J'ai lu cette phrase, par exemple, qui m'a confronté à la corruption des notables et des grands fonctionnaires de police et de justice. L'avocat fait ce qu'il fait ce qu'il peut. Pourtant, cet auxiliaire de justice se retrouve facilement en porte-à-faux. Et je rebondis sur, il y a une campagne électorale, il y a les mecs qui arrivent, qui disent combien il faut d'agents de sécurité et tout. Donc, c'est quand même grave de voir qu'il y a... Il y a une complicité, finalement. Il y a quand même des gens, porosité, on va dire. des gens dont on n'entendra jamais parler et qui sont derrière tout ça aussi, quoi. Alors, maître. Non, essayons d'être, la question que vous posez est pertinente, mais essayons d'être concrets. Dans certaines villes, si vous n'avez pas, je dirais, la complicité discrète en coulisses d'un certain nombre de notables locaux, des deals, concrètement, il faut avoir le courage de le dire, vous ne pouvez pas être élu, concrètement. Pour pas parler que de Marseille, parce que je pourrais penser à Lyon, et également où il y a un certain nombre d'affaires qui ont défrayé la chronique avec des hauts fonctionnaires de la police, etc. Non. Mais il faut savoir que si le parrain a le sentiment que l'élu, voyant arriver sa réélection, qui est la véritable condition de la légitimité, parce que les élus, ils pensent qu'une chose, c'est être réélu, c'est la condition de la légitimité. Si le parrain, qui a des relations, je dirais, indirectes mais régulières, avec un certain nombre d'élus, pense que cet élu va pouvoir indirectement renvoyer l'ascenseur, que sais-je, en faisant bénéficier à son cousin de la bru de la cousine, marché public, des permis du jour au lendemain, des espaces boisés classés qui deviennent constructibles, etc. Vous imaginez bien qu'il va demander à toute la cité de voter pour ce monsieur. Qu'on l'accepte ou le déplore, concrètement, c'est comme ça que ça se passe. Et comme ça se passe en sonnante et trébuchante, vous n'avez aucune preuve
de ce qui va se produire, sauf que quelqu'un qui, curieusement, avait une légitimité relative, pour pas dire, se retrouve élu, réélu. C'est ce qu'on appelle le fonctionnement démocratique en République. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase, une ville de voyous est gérée forcément par un maire voyou? Écoutez, non, mais d'après tout ce que j'ai lu, je vous dis ça. Je dis pas que foncièrement l'homme politique qui s'est engagé en politique voulait devenir voyou, mais qu'on l'accepte encore une fois, madame, ou le déplore, j'ai la faiblesse de considérer que si cet élu est réélu par des personnes qui lui sont attentives d'une certaine manière, c'est que, en tout cas, d'une manière différente, parce que ça se passe avec un stylo d'un côté, avec des kalachnikovs de l'autre, il y a une complicité, je dirais, larvée, évidente. Juste un petit mot. Je vous en prie. Est-ce que cette porosité que vous exprimez entre l'entreprise, le monde de l'entreprise et le monde des caïds, c'en est où? C'est un frémissement ou c'est déjà quelque chose qui est installé confortablement? Ça fait 20 ans, allez, 15 ans, je vais être gentil, 15 ans que les banques, par exemple, pour vous donner un exemple très concret, ont adopté les critères prudentiels, la Commission européenne, etc., de taux d'encadrement de l'endettement, taux d'encadrement du crédit. Lorsque, dans le cadre, par exemple, d'une crise sanitaire, le fameux Covid, qui serait plutôt le Comore, parce que ça a mis sur la paille des tas de sociétés, vous avez un chef d'entreprise qui n'arrive pas à se faire financer parce qu'on lui demande un certain nombre de paperasses administratives, qu'est-ce qu'elle fait sa femme, si elle travaille, si elle est fonctionnaire, si on peut prendre une hypothèque sur un bien, etc. Et qu'en définitive, il ne pourra pas être financé, il va taper à la porte d'une cité, en 48 heures, il a 200 000 euros. Énorme. Alors concrètement, ça ne veut pas dire que ce chef d'entreprise, parce que sur un plan strictement juridique, on pourrait considérer qu'il est complice d'un blanchiment en bande organisée. Mais les choses sont parfois infiniment plus complexes et concrètes. C'est-à-dire qu'il a besoin de continuer à faire fonctionner son entreprise, qu'elle soit pas placée en liquidation judiciaire, ne pas mettre sur la paille 50 salariés. Alors certes, allez-vous me dire, oui, les conditions seront drastiques, un taux sans doute usuraire, mais le résultat, c'est qu'il continue à fonctionner. Et c'est, si vous me permettez, M. Truchot, le dernier point, c'est la raison pour laquelle, qu'on l'accepte ou le déplore, même si on a tendance à considérer que un lien social revêt toujours un caractère plutôt positif, je crois que effectivement, les cités rendent un service qui est le lien social, non seulement au sein des cités, mais également à l'extérieur. Et la suite, c'est dans le livre de Gérald Pandélon, La France des caïds, chez Max Milo. Merci d'être venu dans les Grandes Gueules. On va se retrouver demain à 9h. Jacques Maillot, Mourad Boudjelal et Zora Bitan. Bon après-midi. Merci à vous.